Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Yeah. Case Me vient de lancer une nouvelle collection de 8 designs. La collection s'appelle Nature, c'est inspiré des images et de la texture de la nature. Vous le savez, Case Me plante un arbre à chaque case vendu. Et bien là, pour 2 designs, le Silva et le Skyline, à chaque étui vendu, ça va être 10 arbres qui sont plantés. C'est pas rien. Donc, allez sur leur site web et utilisez notre code promo, le SF15, pour vous procurer cette nouvelle collection-là. Honnêtement, les cases sont débiles. Dom, cette semaine. Cette semaine, au podcast, grand plaisir, grand honneur de recevoir le chroniqueur Patrick Lagacé, qui est, on va se le dire, la superstar de la chronique au Québec, il le dit lui-même, overexposed. Moi, je trouve pas qu'il est overexposed, je trouve qu'il est juste exposed, comme il se doit. Correctly exposed, parce que c'est un gars de grand talent, puis c'est le fun d'avoir un chroniqueur dans l'espace public qui a de la nuance, puis on en parle de beaucoup de nuances dans le podcast. Sa valeur, son importance, puis justement le fait qu'on le perd de plus en plus. On a parlé de d'où lui provient son amour de la chronique, ce désir de faire ce métier-là, sa rigueur au travail. On a parlé de plusieurs sujets d'actualité. C'était vraiment super intéressant. On a parlé de conspirationnisme, un sujet qui nous intéresse. On a parlé de trop de choses pour faire la liste ici. Alors écoutez le podcast et vous ne serez pas déçus. On va aller remercier nos commanditaires sans qui rien de ça serait possible. Le podcast est présenté par Wilder Harrier. Alors amateur de pitou, amateur de... C'est quoi le synonyme de pitou? Chien. Amateur de mode de poil qui jappe. Toi, t'es-tu un gars de chien ou un gars de chat? Je suis un gars de chien. T'es un gars de chien? Ouais. T'es un gars... les vrais sont des gars de chien. Les vrais savent. Les vrais savent. Wilder Harrier, c'est une compagnie d'ici. On les connaît, ils viennent même... en fait, les proprios, les CEO. Matt, il vient même faire son podcast ici. On les adore et ils nous encouragent souvent et ils font les meilleurs produits pour chiens. En plus, c'est éco-responsable. C'est tout ce que ça prend. Puis il y a des produits vraiment spéciaux. Parle-nous-en, PH. Yes, moi j'ai des amis qui m'écrivent pour me dire qu'ils commandent Wilder Harrier parce qu'ils font des produits qui sont hypoallergéniques pour vos chiens. Donc il y a des chiens des fois qui ont des allergies en fait, puis qui peuvent juste manger ce genre de produits-là. Donc Wilder Harrier offre ça. Ils ont des gâteries à base de grillons, des gâteries véganes à base d'algues de la Gaspésie et de pulpe de fruits recyclés. Ils font de la nourriture pour chiens à base d'insectes. Ils font aussi de la nourriture pour chiens à base de poissons durables. Donc ça, c'est quoi? C'est de la carpe asiatique qui détruit les fonds marins, qui doit être pêchée. Donc Wilder Harrier travaille conjointement avec des pêcheurs d'Amérique du Nord pour contrôler les fonds marins. C'est ultra protéiné. Les produits sont aussi nutritifs que bons pour bon goût pour vos chiens. Donc, c'est vraiment la totale. On est extrêmement content de s'associer avec Wilder Harrier encore une fois. Puis, on a un code promo pour vous qui est le SF20 pour 20% de rabais sur le site web qu'on va mettre dans la description de ce podcast-ci. Merci la gang de Wilder Harrier. Who let the dogs out? Who. Le podcast est présenté par Polysleep. Polysleep, vous les connaissez, ils nous commanditent souvent. Ils commanditent en fait plein d'affaires, comme Occupation Double, une émission que j'adore, que j'écoute religieusement. Puis c'est-tu bon cette année? Les candidats sont en forme. Puis pourquoi sont en forme? Parce qu'ils dorment sur des lits, des oreillers Polysleep. Ça, c'est clair. Ça leur donne toute l'énergie. J'aurais aimé ça, moi, dormir sur des matelas Polysleep. T'avais pas ça, toi, dans ton temps? Pas ça. Ah, c'est pour ça. Ton expérience aurait vraiment été meilleure. C'est sûr. Fait qu'il y a des nouveaux produits, PH, prends-nous-en donc. Yes, un oreiller orthopédique, en fait, c'est le premier oreiller du genre fait entièrement au Canada qui a une mousse antibactérienne et aussi une nouvelle technologie de régulation de la température. C'est incliné légèrement, donc ça vous aide à lutter contre l'apnée du sommeil, les brûlures d'estomac, les maux de dos. Dom, tu te rappelles-tu le film Burn After Reading? Ouais, un film des frères Coen. Tu sais, tout le long du film, le personnage de George Clooney se promène comme avec une genre de petite d'oreiller dans le fond, là, en triangle. Là. Puis là, finalement, t'apprends qu'il l'utilise comme sex pillow avec sa blonde. Là. On peut faire ça avec les Polysleep? Sachez qu'avec les oreillers orthopédiques de Polysleep, vous pouvez même les utiliser comme sex pillow. Donc, montez un petit peu le bassin pour, évidemment,
Vous savez pourquoi. On a un code promo pour vous autres si vous voulez vous procurer cet oreiller-là. En fait, c'est 25% de rabais en utilisant le code FILTRE25 en un mot. On va mettre le lien dans la description du podcast. Puis utilisez cet oreiller-là soit pour dormir ou toute autre activité qui vous vient en tête. Yeah. 25%. Beaucoup. C'est beaucoup de pourcents. Beaucoup de pourcents, 25%. Allez, vous copez ça, yo. Merci pour le sleep. Merci. Ça roule. Patrick, merci beaucoup d'être là. Plaisir. Je veux dire une affaire au début parce que ma mère, elle a insisté que je le dise. T'es son préféré à ma mère. Elle trouve que t'écris vraiment bien, puis elle se demande si t'as pas une formation en littérature. Aucune. Aucune. J'ai appris à écrire en lisant. Ouais. That's it. Puis, tu sais, en fait, moi, je voulais écrire des chroniques. Ouais. Ce que je voulais faire. Je voulais pas écrire des romans, je voulais pas écrire des essais. Depuis tout le temps? Quasiment. Écoute, autour de 12-13 ans, je lisais la presse. Petit cul, je lisais le Journal de Montréal, enfant. Là. Puis après ça... Pas juste les sports, là. Tu lisais l'actualité. Oui, je lisais l'actualité. Puis ado, là, j'ai commencé à lire la presse. Puis à un moment donné, j'ai cliqué. Je dis, OK, les gens qui écrivent les articles sont payés pour faire ça. Là, j'ai commencé à me dire, hey, ça pourrait être le fun, mais évidemment, les parents ne voulaient pas trop tôt que je fasse du journalisme parce que c'était vu comme pas payant, il n'y a pas de débouché là-dedans, etc. Et là, quand j'ai commencé à lire les chroniqueurs, vers la fin de mon adolescence, je me suis dit, OK, je veux faire ça. Moi, j'ai toujours aimé lire. Donc, ma formation mentale pour l'écriture, ça a toujours été la chronique. Fait que, réponse à ta mère. Ouais. C'est quoi son nom? Sylvie. Sylvie, réponse à Sylvie. Salut Sylvie. J'ai pas aucune formation en littérature. En fait, sais-tu quoi? Écrire, je pense que ça fait partie des choses qui s'enseignent, mais qui s'apprennent pas. Ouais. Tu comprends ce que je dis? Ou tu l'as ou tu l'as pas. Je te parle pas d'écrire, de bien écrire, accorder tes participes passés, mais écrire des trucs pour un public, tu t'apprends comme t'apprends par mimétisme, dans le fond. J'aime ça, l'idée de quelque chose qui s'enseigne, mais qui s'apprend pas. L'enseignement, mettons, de la littérature, moi, c'est ma formation, je l'ai faite là-dedans. Je suis en maîtrise en littérature. Là. Puis la même chose, Dom, quand on parle de musique, tu sais, quand tu apprends ces bancs d'école, la littérature, la musique, n'importe quelle forme d'art, ce que ça te permet de faire, c'est de cibler un problème s'il y en a un. Oui. Mais ça te permet pas nécessairement de créer quelque chose qui va rejoindre les gens. Je sais pas si ça fait du sens. T'sais, admettons que tu écoutes une chanson de quelqu'un qui tu sais, Dom, quand tu travailles de la musique, mettons, là, puis là, un musicien te propose une chanson, puis là, toi, tu l'aurais peut-être pas nécessairement écrite, cette chanson-là, mais tu vas être capable de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas dans telle modulation, dans telle affaire. Tu vas comprendre pourquoi, mettons, ça passe pas, puis être capable de régler ça, mettons. Puis c'est pas inutile non plus. Ouais. Tu comprends? Tu as des musiciens, j'imagine, qui font de la musique, qui sont super bons sans avoir suivi le cours. Puis ça veut pas dire que parce que t'as pas suivi les cours, t'as pas fait ton bac en musique, que tu peux pas être un chanteur ou un musicien. Mais il y a quelque chose dans la création, je pense, qui est un peu mystérieux aussi. Puis c'est pas inutile, même si tu fais un bac puis t'as pas ce grand talent-là, tu peux devenir ingénieur de son, tu peux faire toutes sortes d'autres affaires en musique, j'imagine. Ou tu sais, musicien pro de studio. Moi, j'ai fait un bac justement en musique. OK, c'est ça que t'as fait. C'est ça. mais oui, effectivement, mais c'est vrai ce que tu dis. Là, puis un team de quelqu'un qui a cette énergie brute connaissance-là, puis en team avec quelqu'un qui a un peu plus les connaissances. Mon Dieu. Tu nous disais que t'es... non, vas-y, c'est là que j'allais. Dans le fond, c'est le moment, l'automne le plus occupé de ta vie. Oui. Occupé et surexposé aussi. Surexposé de ta vie. Oui. Overexpose, là, c'est ma face dans la fiche Wikipédia cette année. Puis comment tu vis avec ça d'être overexposed? Surtout dans un moment où est-ce que t'es quand même la cible de certains groupes là, à s'en fier à ton feed Twitter. Là. T'es le collabo par excellence. Là. Oui. Mais ça pour moi, le fiel, c'est pas différent. En fait, c'est différent en intensité.
comme tout est différent pendant la pandémie. Ouais. Donc, ça, Tout il y a ça. est décuplé. Mais écoute, j'écrivais la chronique dans le journal étudiant quand j'avais 21 ans. Internet n'existait pas. Puis les gens m'envoyaient des lettres d'insultes ou des lettres de remerciements puis d'éloges. Mais pour ce qui est d'être overexposed, écoute, c'est que cette année, bon, il y a le show de radio qui est toujours là, il y a la chronique qui est toujours là, mais la nouvelle émission de télé. Donc, ça, c'est une chose. Et il y a aussi... il y a aussi la série La Traque qui s'en vient à Radio-Canada. Donc, ça fait beaucoup de projets en même temps, ce qui est inhabituel d'habitude. Je suis toujours occupé, mais là, cette année, c'est vraiment énorme. Mais c'est drôle, tu sais, qu'un chroniqueur, qu'on voit sa face autant, tu sais, puis j'imagine qu'il était embarqué dans ce métier-là, pas pour avoir ta face sur tous les billboards, là, parce que chroniqueur, c'est pas le chemin le plus direct vers le fame. Stardom. T'aurais peut-être choisi d'être comédien ou chanteur ou autre chose avant ça. Le mot important, là, c'est le verbe choisir. Ce que j'avais choisi, moi, c'était de faire des chroniques. Ce que je voulais, c'était d'être journaliste puis éventuellement chroniqueur dans un journal. Puis même que à l'époque, je te parle d'il y a 30 ans, 40 ans, là, les gens de l'écrit méprisaient les autres formes, comme la télé. Tu ne faisais pas ça. Le vrai journalisme, c'était dans les journaux. Maintenant, c'est la radio qui méprise les podcasts. Non, mais tu vois, moi, j'ai été un peu teinté de ça au début de ma carrière. C'est comme, moi, je ne ferais jamais de télé. Non, la télé, c'est pas pour moi. C'est un art mineur. Oui, exactement. Puis à un moment c'est pour la plèbe. Oui, c'est pour la plèbe. C'est pour ceux qui sont bien coiffés. Puis à un moment donné, j'ai vu le pouvoir de ça. J'ai vu le fun de ça. Puis tu sais, quand tu parles du mépris, il n'y a aucun genre qui devrait mépriser un autre genre. Il y a du bon stock qui se fait partout. Il y a du bon stock qui se fait en podcast. Il y a du mauvais stock qui se fait en podcast. Moi, j'ai commencé à faire des blogs quand c'était pas à la mode dans les médias. Je n'étais pas le premier, mais il y en avait. Puis, il y a bien des journalistes sérieux qui méprisaient ça. Tu comprends? Ce mépris-là, c'est souvent une forme de jalousie, une forme de snobisme mal placé. Puis, ce mépris-là dont tu parles de la radio, écoute, moi, je le perçois pas, là, je te le dis bien gentiment, mais je peux comprendre qu'un nouveau joueur qui arrive de même va être regardé de haut par plein de joueurs dans l'écosystème. Là. Puis, c'est ça qui a fait, c'est ça ta force dans un sens, ou la manière que tu tirais ton épingle du jeu, c'est de pas juger ces autres médiums-là? Écoute, je me suis pas posé des questions profondes comme ça. Moi, je suis un hyperactif. Fait que j'aime ça faire plein d'affaires. Je me rappelle d'être ticu puis d'avoir peur de m'ennuyer. Puis quand je m'ennuyais, là, c'était quand j'avais rien à faire, c'était vraiment quelque chose qui me pesait. Aujourd'hui, je m'ennuie jamais. J'ai pas le temps. On choisit tous nos prisons. Je travaille beaucoup. C'est une forme de prison. Mais j'ai pas vraiment choisi. J'ai plongé là-dedans. Puis ce que je constate, c'est que ça a fait de moi un meilleur journaliste. Donner un exemple. Quand j'ai commencé à chroniquer, c'était en 2003 au Journal de Montréal. Je faisais à peu près 4 chroniques par semaine. J'ai commencé à faire les francs-tireurs. Et là, aux francs-tireurs, ça m'a forcé à plonger dans des sujets dans lesquels j'aurais pas plongé autrement. Parce que tu fais partie d'une équipe, il y a un brainstorm. Hey, on pourrait interviewer telle personne, on pourrait aller en reportage à telle place, on pourrait faire tel sujet. J'aurais pas pensé à ça seul. Mais ça, c'est sûr que ça nourrit ma chronique. De la même façon que la chronique a nourri les francs-tireurs. J'ai commencé à faire le blog. J'ai commencé à faire les francs-tireurs en septembre 2005. Le blog, c'était en décembre 2005. Là, plutôt que d'écrire 4 fois par semaine, j'écrivais 4 fois par jour. Fait que le muscle de l'écriture, il s'est fortifié, tu comprends? Fait que tout ça nourrit... Chaque partie de la pratique journalistique nourrit une autre pratique. C'est là que ça devient... C'est là que je te dis, j'ai pas fait de choix. J'ai plongé là-dedans, puis à un moment donné, tu deviens décent dans toutes les sphères du jeu, puis t'as l'air moins fou quand tu fais de la TV, de la radio, puis de la chronique. Parce qu'au début, t'avais de l'air fou? C'est sûr. T'étais pas décent? Ben non, j'étais pas bon. J'étais pas bon. Tu relis des fois des chroniques que tu faisais à l'époque, ou est-ce que tu regardes des fois les premières émissions des francs-tireurs? Je veux pas. Ah ouais? Je veux pas. Écoute... je tombe parfois sur des chroniques de mes premières années à la presse, puis j'aime pas ça. Je vois les tics, je vois les trucs, je vois à quel point c'était pas fluide, je vois comment je voulais faire du style. Je te dis pas que je veux plus faire ça, mais maintenant, ça coule de source, tu comprends? Même affaire avec la télé. Écoute, au début, là, je veux dire,
Ils m'ont dit, voici le dossier de recherche de l'entrevue avec Jacques Parizeau, c'est la semaine prochaine. J'ai pas été préparé à ça. Je te dis pas qu'ils m'ont pas encadré, mais si c'était à refaire, j'aurais aimé qu'on me dise, écoute, fais-toi donc un plan d'entrevue. J'ai commencé à faire des entrevues qui étaient décentes à la télé quand j'ai commencé à faire mes plans d'entrevue. Ouais. T'as tes questions, puis après ça, le truc, c'est vous le savez, vous faites des entrevues, là. Le truc, c'est t'as un plan dans ta tête, puis t'en sors s'il faut. Mm-hmm. C'est comme conduire. Tu sais, t'as ton itinéraire, mais si tu vois qu'il y a une belle route avec un beau paysage, tu peux t'autoriser à sortir. Puis l'entrevue, c'est exactement ça. Mais au début, là, la première saison, c'était terrible. Je veux jamais revoir ça. Mais c'est drôle parce que je t'entendais dire ça dans une autre entrevue que tu as faite, puis cette histoire-là, exactement. Puis je me suis dit, hostie, ça fait 3 ans qu'on fait des entrevues et on n'a jamais fait de plan. Ben, c'est pas vrai, on en a un. Moi, on en fait un dans notre tête, mais on s'est jamais écrit de questions, mettons. T'sais. Mais probablement que si la première entrevue que j'avais faite de ma vie était avec Jacques Parizeau, je me serais peut-être écrit des questions. Mais tu vois, c'est ça. C'était de cet ordre-là. C'est comme tu arrives devant quelqu'un d'assez costaud. Ouais. Puis après ça, moi, j'étais habitué à poser des questions dans des entrevues de journalisme écrit où la question, ça fait pas partie du produit final. À la télé, ta question est dans le produit final. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, au Franc-Tireur, ils ont scrappé une entrevue complète que j'ai faite parce que ils n'ont pas pu la rescaper au montage. Mes questions étaient trop longues. Mm. Je posais des questions à penture. À l'écrit, je peux t'interviewer puis dire, bon, regarde, là, quand tu as dit telle affaire, quand tu as fait telle affaire, pensais-tu que il y aurait telle réaction? Puis là, tu reviens à ta question après 45 secondes. C'est correct. À la TV, je veux dire, le monde est parti écouter les Dames de cœur. Ils veulent pas voir ça. Ouais. Est-ce que, tu sais, en termes de la forme, t'aimes pas ça regarder ces choses-là, mais est-ce qu'en termes du fond, mettons, des fois, tu repenses à des choses que tu as dites, des choses que tu as faites, des chroniques que tu as écrites, puis tu trouves que ton point de vue est décalé par rapport à où est-ce que tu es maintenant ou ton opinion par rapport à certains sujets? Très bonne question. Parce que je veux dire, tu fais de l'opinion, veux pas, puis j'imagine qu'en faisant ça, tu es voué à changer d'opinion. Quand tu changes d'opinion sur un sujet, tu essaies de le dire. Ouais. Mais sur les convictions, je te dirais que ça n'a pas beaucoup évolué. Des fois, mon regard va changer, mais tu arrives avec ta grille d'analyse, puis tu analyses les événements avec cette grille-là. Fait qu'elle ne devrait pas trop changer. Prends les accommodements raisonnables, les questions identitaires. Je pensais la même chose quand j'étais au Journal de Montréal. Donc, j'arrive à la presse, j'ai les mêmes points de vue. T'sais, pour moi, qu'une enseignante porte le voile, personnellement, puis je sais que je m'inscris en marge du consensus québécois, moi, ça me dérange pas. Ça me dérangeait pas avant. Si tu écris toujours au gré de l'opinion publique, si tu veux aller toujours être du bon bord de l'opinion publique, ben tu vas forcément te contredire, puis on va ressortir tes vieilles chroniques, puis on va dire, écoute, c'est pas ça que tu disais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je te dis pas que c'est jamais arrivé, mais ça arrive pas régulièrement. Ouais. Je lis tes chroniques assez régulièrement, puis justement, sur cette question-là, je pense que c'était suite au débat à CBC, tu avais écrit une chronique sur la question posée à Yves-François Blanchette. Puis, ce que j'aimais principalement par rapport à cette question-là, c'était que tu te positionnais pas dans c'est bien ou c'est mal ou le Québec est raciste ou non. Tu faisais juste remettre en place la situation. Puis est-ce que cette espèce de degré de nuance-là t'a suivi toute ta carrière? Parce qu'en ce moment, on remarque facilement dans tous les médias qu'il y a vraiment une polarisation claire des opinions. Mais j'ai pas l'impression que tu n'es jamais vraiment tombé là-dedans. Est-ce que je me trompe? Puis ça a-tu été un effort conscient, mettons? Écoute, peut-être au début, tu comprends, au début, quand tu chroniques, tu vas te faire remarquer. Ouais. Oui, tu tombes, puis tu as moins d'expérience. Fait que tu es peut-être plus dans le manque de nuances. Moi, j'essaie, puis des fois, il y a des situations qui commandent que tu n'aies pas de nuances. Ouais. Mais souvent, les situations sont nuancées. Fait que oui, j'essaie de faire la part des choses. Puis des fois, ça fait peut-être des moins bonnes chroniques ou des chroniques qui ont un moins grand rayonnement. Qui punchent moins. Ouais, qui punchent moins. Mais j'essaie toujours de m'inscrire dans ce que les Anglais appellent la long game. T'sais.
dans la durée. C'est-à-dire que ça se peut que je fasse un incendie de forêt une journée avec une bonne chronique pas nuancée. Un bon Comme je te dis, là. des fois, il y a des situations où il n'y en a pas de nuance. Ouais. Mais dans la durée, le lien que j'ai avec le lecteur fait que je pense qu'ils vont vouloir lire des trucs qui sont plus nuancés, puis c'est plus payant à long terme. C'est le pari que je fais. Ouais. Fait qu'à l'ère des clics, puis à l'ère Ouais, c'est des ça. grands titres, puis justement des opinions tranchées, punchées, ça marche encore ton format? C'est encore possible de le faire avec nuance? Écoute, Parce que c'est vrai qu'on le voit de moins en moins. je pense que c'est possible. Puis, à la presse, on n'est pas payé au clic. Il n'y a pas d'incitatif à être au clic. Tu comprends? Ils font le pari que il y a des choses importantes des fois dont il faut parler. Ça générera moins de clics, mais on va le faire quand même. Fait qu'il n'y a pas d'incitatif. Moi, j'ai entendu des histoires de groupes de presse où il y avait des incitatifs, parfois financiers, qui sont liés au clic. Fait que c'est sûr que si ça, c'est le cas, tu vas tomber là-dedans. Tu vas parler des trucs qui sont polarisants, qui vont générer du partage, du clic, de l'indignation. Les gens ne seront pas d'accord, mais vont te lire. Chez nous, on n'a pas ça. Puis je trouve que c'est une excellente affaire. Tu sais, je suis convaincu. Moi, je ne regarde pas mes statistiques. Je les connais pas. Tu sais pas combien tu as de lecteurs. Je à sais pas chaque combien j'ai semaine. de lecteurs. Est-ce que je suis dans les chroniqueurs les plus lus de la presse? Je pense que oui. Probablement. Je veux pas savoir combien, puis je veux pas savoir ce qui pogne. Parce que je veux pas tomber dans le piège de toujours refaire ça. Je sais qu'il y a des médias anglo-saxons, là, au Canada anglais puis aux États-Unis. Je suis allé à une conférence il y a quelques années à Toronto, puis il y a des médias, ils ont, dans la salle de rédaction, tu as un écran, puis ça te dit quel texte est le plus lu en temps réel, combien de gens sont en train de les lire. En temps réel. Moi j'écoutais ça, mais je disais, mais êtes-vous fou? C'est rendu plus du sport que... Oui, parce que, tu sais, pour moi, il y a comme une alchimie dans le journalisme qui est très mystérieuse. Il faut pas toujours donner aux gens ce qu'ils pensent vouloir. Il faut que tu leur fasses découvrir des trucs. Puis si tu y vas juste au clic, ben tu vas aller leur donner ce qu'ils ont aimé hier. Pas ce qu'ils aimeraient demain, mais qu'ils savent pas encore qu'ils vont aimer. Puis c'est ça le métier de journaliste aussi, là, c'est de mettre une loupe sur un angle mort aussi. Là, Autant que faire se peut. Ouais. Mais oui, ça fait Des partie fois, de pas tout le l'équation. temps, Mais si tu n'es payé qu'au clic ou si tu as un gros incitatif à être payé, à générer du clic, moi, je trouve ça dangereux parce que tu vas aller au sujet facile tout le temps. Des fois, le sujet facile, il est là et on est tous susceptibles de tomber dedans. Mais si tu commences à dire aux gens c'est quoi leur stats, si tu commences à dire aux gens si tu fais tel niveau de clic, tu vas avoir tel incitatif financier, je trouve que tu joues un jeu très dangereux. Est-ce que... Moi, j'ai étudié pour les lecteurs, les auditeurs qui sont déjà au courant, là, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais j'ai étudié sur le nouveau journalisme aux États-Unis dans les années 60. Fait que Hunter S. Thompson, entre autres, qui était mon journaliste sur lequel j'ai fait ma maîtrise. Puis... Tu as fait une maîtrise sur Hunter S. Thompson? Oui, j'ai étudié Hells intéressant. Angels, son premier bouquin, en fait. Wow. J'étudiais comment... il avait placé la persona d'Hunter S. Thompson qu'on a vu plus tard arriver lors de son premier roman. Comment c'est arrivé progressivement. Bref, à ce moment-là, les journaux bénéficiaient d'un financement énorme grâce à des revenus publicitaires. Des machines à générer de l'argent. Énorme. Tu sais, Hunter S. Thompson, des fois, il se faisait donner 15 000 $ de l'époque. Là, fait qu'on se replace en 1960 pour aller... couvrir telle affaire. Il allait là, il flambait tout en drogue, il revenait, puis le journal disait, bon, ben, ce que tu as fait, c'est pas bon, on le publie pas, puis voici 15 000 pour la prochaine affaire. T'sais. Fait que, tu sais, des trucs complètement incroyables qui permettaient justement aux journalistes de ne pas être attirés par la nouvelle rapide, puis par le j'ai besoin de sortir telle affaire qui va pogner pour vendre des copies. L'espèce de l'équivalent du clic, comme on peut parler aujourd'hui. Oui. Si tu dis que vous, à la presse, vous n'êtes pas payé au clic, comment est-ce que tu entrevois ce shift médiatique-là alors que les journaux puis les médias traditionnels commencent à manquer de ces revenus-là pour pouvoir justement engager des journalistes de qualité qui vont être capables de ne pas travailler au clic puis de ne pas tomber dans cette espèce de piège-là? Là. Ben, écoute, est-ce que les médias doivent faire des clics, doivent être lus? Réponse oui. Tout à fait. Donc,
que tu saches ce que tes lecteurs aiment comme entreprise de presse, c'est correct. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu vois pas qu'ils aiment beaucoup le jardinage, bien plus que le boulingrin, tu mets 2 gars sur le boulingrin puis tu n'en mets pas sur le jardinage, il y a quelque chose que tu comprends pas. Moi, là où les patrons savent combien de clics je génère, qui me lit, combien de temps je suis lu, ils le savent. Ce que je dis, c'est moi, je veux pas le savoir. Qu'eux le sachent à des fins d'allocation des ressources, à des fins de marketing, tant mieux, correct. Moi, comme journaliste, je veux pas le savoir parce que je veux pas commencer à tomber là-dedans. Quand je tripe sur un sujet, je veux pouvoir plonger dans ce sujet-là en me disant, sans avoir à me dire, ils vont-tu me lire ou ils vont-tu pas me lire? Puis, l'autre affaire avec la notoriété qui est intéressante, c'est que des fois, de par la notoriété, ça se peut qu'ils me lisent même sur un sujet qui ne leur plaît pas au début, spontanément. Mais, je veux dire, je suis pas naïf non plus. Je pense pas que les médias ne devraient pas s'intéresser à ça. Je pense que les médias ne devraient pas mettre de pression sur les journalistes pour lier leur rémunération, par exemple, ou leur statut dans l'entreprise au clic. Est-ce que tu as le contrôle absolu de tes sujets? Oui. OK. Mais toi, est-ce que tu considères que tu es dans une position quand même privilégiée en tant que journaliste d'avoir le contrôle de tes sujets? Écoute, je suis dans le top 10, 15 des journalistes les plus choyés au Québec, là. Est-ce que tu penses que ça va durer, ça? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir de la place? Moi, je l'espère, évidemment, mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir de la place pour du journalisme comme ça, ou est-ce qu'il n'y a pas de... Ben oui, puis regarde, moi, j'ai cette notoriété, mais tu n'es pas obligé d'avoir de la notoriété pour avoir cette autonomie. Je vais te donner un exemple, un des super bons journalistes au Québec, Thomas Gerbet. Thomas est à Radio-Canada, c'est un reporter. Je suis pas sûr que ses boss lui disent « Hey Thomas, aujourd'hui tu vas couvrir ça. » Pourquoi? Parce que Thomas génère des manchettes comme ça, en générant ses propres sujets. La meilleure façon d'être dépendant de tes boss pour les sujets, de te faire dire « Tu vas couvrir ça », c'est de pas générer de nouvelles. Fait que tu as un poste dans la salle de rédaction, tu sors jamais rien, ben on va dire « Écoute, tu vas aller couvrir la conférence de presse X. » Tant mieux, je juge personne, mais c'est plus fun de générer tes propres sujets. À la presse, tout se fait en collégialité. Si tu couvres le beat santé, puis aujourd'hui, tu as une grosse annonce où on va annoncer qu'on injecte 1 milliard en primes pour ramener des infirmières dans le réseau, si c'est ton beat, la santé, aujourd'hui, tu couvres ça. Mais après-demain, tu peux générer tes propres sujets. Les salles de rédaction qui fonctionnent le mieux, ce sont les salles de rédaction, je pense, où les journalistes sont encouragés à fouiller leurs propres sujets, générer leurs propres sujets. Ça fait des journalistes plus motivés, généralement. Mais tu sais, je me regarde dans l'écosystème, puis j'ai une liberté de ton, j'ai une liberté de ponctualité, c'est-à-dire que je livre mes chroniques quand je veux les livrer, puis je choisis les sujets sur lesquels je décide d'écrire. Ça, c'est un luxe absolu. Quand même une position... très enviable. Très enviable. Oui. Tu disais qu'à la presse, justement, tu n'avais pas cette pression-là, puis tu connaissais pas tes chiffres, mais tu sais, on sent... Je trouve qu'il y a certains médias qu'on le sent quand même qu'il y a une pression, ou du moins que, tu sais, clairement, on a vu des gens adapter leur style avec justement le changement des formats, tout ça, des gens qui... Je pense, mettons Mathieu Bock-Côté, là. Quand j'ai commencé à le lire, il écrivait des longs textes, tu sais, vraiment fouillés, tu sais, vraiment... tu sais, c'est super long puis super nuancé aussi, puis c'est plus ça du tout, là, je veux dire, ça a vraiment complètement changé. Maintenant, c'est court, c'est punché, c'est plus campé dans une position, puis c'est un peu dommage qu'on ait perdu ce... Écoute, chaque média a son format, tu comprends? Après ça, qui est payé comment, je le sais pas. J'entends des trucs. Je sais qu'il y a des médias, puis je parle pas juste du Québec, où les gens sont payés au clic. Moi, ce que je dis, c'est que t'encourages une polarisation quand tu fais ça. C'est clair. Absolument. Puis on le voit bien, en fait. Là, on le voit bien dans le climat actuel. Quand tu te retournes sur ta carrière qui est loin d'être terminée, mais qui est déjà longue. Là, moi, je me rappelle d'aussi longtemps que je suis l'actualité, t'existes dans le monde médiatique. Là. Moi, j'ai 30 ans, fait que j'ai commencé à suivre ça peut-être...
je sais pas, 2005, là, 2006. Okay. Ouais, mais j'arrivais à la presse. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, fait que d'aussi longtemps que je me rappelle, tu existais dans le climat médiatique. C'est quoi les plus gros changements que tu as vus dans les médias? J'imagine que les médias sociaux, ça a été énorme comme révolution. Écoute, je vais y aller en vrac. Là. Ouais. D'abord, l'effritement des revenus. Okay? Ouais. Il a vraiment fallu que les médias naviguent, rament pour maintenir une base de revenus, ce qui a impliqué de faire des choix, couper des postes, faire des choix rédactionnels qui ne se faisaient pas avant. T'sais, avant, un journal, ça couvrait tout. Maintenant, on couvre plus tout. Puis, c'est plate, l'époque a changé, mais je suis pas sûr que c'est, au final, si dramatique que ça. Donc, les revenus. Après ça, les médias sociaux, mais l'époque numérique, moi, j'ai connu la fin de l'époque où il n'y en avait pas d'Internet dans la salle de rédaction. Quand je suis arrivé au journal Le Droit en 97, il y avait un poste Internet derrière le chef de pupitre. C'est un vieux Mac qui devait dater du début des années 90. Puis, je veux dire, c'était rudimentaire. L'année d'après, on a eu des formations Internet, comment ça marche. On avait l'Internet à notre poste. Ça, c'est une sorte de révolution. Donc, Internet, les médias sociaux ont accéléré. Le fait que les médias traditionnels ne soient plus les seuls à générer de la nouvelle, ça aussi, c'est un gros changement. Mais en même temps, je trouve que ça a donné... Ça a fait prendre conscience à beaucoup de gens que des gens qui sont payés 8 heures par jour pour faire de l'information, ça a une valeur pour la société. Tu ne peux pas remplacer ça avec des gens qui font ça à temps partiel sur seulement les sujets qui les intéressent. Fait que je te dirais les revenus, puis tout ce qui est numérique, ça a changé beaucoup de choses. Moi, quand je faisais les faits divers au Journal de Montréal, en 99 environ, trouver une famille, la famille d'une victime, par exemple, des protagonistes qui avaient été impliqués dans un fait divers, dans un événement hors de l'ordinaire, c'était dur. C'est compliqué, ouais. C'était des heures au téléphone à gratter un nom, avez-vous un numéro de téléphone? Aujourd'hui, je veux dire, ça prend 1 heure, puis les gens dévoilent tout sur les médias sociaux. Donc ça a beaucoup changé. Ce qui était la vie privée, ce qui était l'intimité avant, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Ça aussi, ça a changé le métier beaucoup. Oui, parce que maintenant, tout le monde... Parce que c'était plus compliqué. Mettons, moi, je lis une chronique et j'ai pas Internet. C'est plus compliqué t'écrire que j'ai pas aimé ta chronique. Là. Faut que j'écrive une lettre. Faut que je te l'envoie par la poste. Faut que tu la reçoives sur ton bureau. Quand t'es fâché, faut que tu aies du papier. Ouais. Fallait que tu l'écrives. Ouais. Fallait que tu aies un timbre. Si tu avais un timbre, fallait pas que tu oublies de la mettre dans la boîte à mal. Entre ta colère puis le chroniqueur, il y a beaucoup d'eau qui coule. Il y avait plusieurs étapes où tu pouvais, disons... Tu te ranges qu'à la boîte aux lettres pour faire vraiment que tu sois fâché. Ouais, exactement. Aujourd'hui, c'est immédiat. Ouais. Ça fait longtemps que c'est immédiat. Ouais. Ce qui a changé, tu sais, moi, j'ai toujours travaillé avec cette immédiateté. Quand j'ai commencé à chroniquer au Journal de Montréal, le courriel, évidemment, existait. Ce qui a changé, c'est que tout le monde a une tribune. Maintenant, avant, tu m'écrivais, tu me confiais ce que tu pensais de la chronique. Maintenant, la plupart des gens ne vont pas m'écrire, ils vont l'écrire sur leurs médias sociaux. Eux-mêmes. Exactement. Donc, sur leur page Facebook ou dans une section commentaires, etc. Ça, pour moi, c'est du bruit. Il ne faut pas que tu te laisses distraire par ça. Mais c'est incroyable la surabondance d'opinions qu'il y a partout maintenant. Oui. Avant, c'était justement un métier réservé aux chroniqueurs, aux gens qui c'était leur métier. Maintenant, tout le monde a une opinion sur tout. Puis on est noyé là-dedans, ça n'a aucun bon sens. On est noyé là-dedans, mais moi, j'ai vu un recentrage des médias aussi sur plus d'enquêtes. Tu sais, quand les gens me disent « Ah, dans les médias, maintenant, il y a juste de l'opinion. » J'ai fait une entrevue il n'y a pas très longtemps, puis quelqu'un me disait ça. Quelqu'un disait « Ouais, ben à cette heure, maintenant, il y a beaucoup trop d'opinions. » Il y a beaucoup trop d'opinions. OK. Il y a plus d'opinions. Ça, là, je ne pourrais jamais obstiner personne là-dessus. Mais retourne dans les journaux de 1997, retourne dans les journaux de 2000, je vais te dire une affaire, là, l'enquête, c'était pas privilégié. Puis aujourd'hui, les médias sont dans une lutte pour le contenu exclusif parce que c'est ce qui te distingue justement de tout le bruit qui existe. Des fois, je retourne... Tu sais, la nostalgie, c'est jamais une bonne conseillère. C'est vrai pour tes relations personnelles, ton ancienne blonde,
avec qui t'es plus. Tu sais, des fois, tu te dis « Ah, mon Dieu, c'était le fun, mais des fois, c'est de la nostalgie. Ouais. Ton époque du secondaire, tu dis « Ah, mes chums. » Mais non, mais t'as passé beaucoup d'heures dans ton sol, seul, à t'emmerder aussi. Ouais. C'est la meilleure affaire d'information. À un moment donné, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un exercice. Je suis retourné dans des éditions de la presse. Je veux te dire d'à peu près 87-88. Christ, que c'était plate. Ah ouais, hein? Non, je veux dire, il n'y a pas un rapport qui sortait qui n'était pas l'objet d'un texte de 1500 mots qui n'était pas susceptible de faire la une, que je me demande qui lisait ça. Et c'était très institutionnel. Je lisais la presse. Christy, il n'y avait jamais personne dans la rue. Il y avait très peu de gens du vrai monde qui témoignaient. C'était souvent très institutionnel. Un des seuls qui allait sur le terrain, c'était Foglia, qui sortait son calepin et qui allait parler à du vrai monde. Sinon, tu sais, des officiels, des PDG, des ministres, des sous-ministres, des maires, des conseillers, tous ces gens-là étaient interviewés. Mais la vraie vie était beaucoup moins dans les médias qu'elle peut l'être aujourd'hui. Donc, c'est un long détour. Là. Mais là, on est-tu viré l'autre bord trop loin ou il faudrait-tu recentrer ça? Parce que tu disais, tu sais, ce qui démarque les médias, j'ai l'impression que ce qui démarque les médias crédibles aujourd'hui, justement, c'est leur crédibilité, puis c'est leur rigueur, puis c'est l'exactitude des informations qu'on y retrouve, que justement, que là, on commence à se rendre compte, ça peut être dangereux, justement, Joe Blow qui écrit n'importe quoi sur n'importe quel sujet, puis les médias traditionnels, ils ont la plupart ce souci-là, puis ce devoir-là d'exactitude, puis que maintenant, il est plus pertinent que jamais. Ce qui vient avec, pour beaucoup de gens, avec une certaine dose de frustration. Je vais te donner un exemple. Quand, à l'été 2020, Safia Nolin a fait ses dénonciations sur Instagram à propos de Marie-Pierre Morin, les médias reçoivent ça. Écoute, tu reçois ça, mais je veux dire, premièrement, tu peux pas juste prendre ça puis mettre ça à la une du Journal de Montréal, de la presse, du Devoir. C'est comme média, tu peux pas faire ça. Tu as une obligation de vérification. Tu as une obligation d'essayer de parler à toutes les parties impliquées comme Safia, comme Marie-Pierre Morin. Mais moi, je me souviens que le lendemain, Safia Nolin, c'était peut-être pas le lendemain, c'était peut-être même le jour même, là, Safia Nolin avait exprimé sa frustration du fait que les médias traditionnels n'avaient pas donné écho à ces révélations. Écoute, on peut pas faire ça. Notre job, notre force, c'est de vérifier. De confirmer ou infirmer les faits. Puis de publier des affaires dont on a vérifié la véracité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. Mais je me souviens qu'autour de Safia Nolin, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ben oui, les médias, ils font pas leur job, ils ont peur des poursuites. Écoute, c'est pas tant une peur des poursuites que de vouloir dire des choses qui sont vraies. Et là, Safia, dans mon souvenir, là, OK, là, ça se peut que je m'enfarge dans quelques détails. Mais Safia Nolin disait, quand il s'agit de parler de mon habillement à la disque, là, les médias sont là. Oui, évidemment. On le voit. T'as un chandail de Jerry Boulet, on écrit qu'il y a un chandail de Jerry Boulet. Moi, c'est pas mon truc, tu comprends? J'écrirai pas là-dessus, ça m'intéresse pas. Il y a des médias qui ont beaucoup écrit là-dessus. Tu portes un chandail de Jerry Boulet. Facilement vérifiable. On le voit, facilement vérifiable. Quand tu allègues quelque chose comme ça, comme média, puis je comprends là, que pour les personnes qui sont pas versées dans comment fonctionne le journalisme, ça peut être frustrant dans une époque où tout est immédiat. Comment ça se fait que la presse n'en parle pas? Christy, on veut vérifier. Parce que dans 5 ans, c'est pas la page Instagram dont on va se rappeler. C'est surtout dans la story de 24 heures. Là. Exact. Ça va être, je veux pas dire oublié, mais dans le cas de Safia, ça a tellement fait un boom, ça ne sera pas oublié. Mais dans 5 ans, c'est dans la presse qu'on va aller voir ce qui s'est dit. C'est dans la presse qu'on va vérifier comment ça a été dit, à quel moment. Donc, tu as un devoir de vérifier. Puis plus que jamais, quand le monde est dans l'immédiateté, comme média, il faut toujours se rappeler que notre job, c'est de publier des trucs qui sont vrais. Et ça, c'est plus important que d'être le premier à publier. Mais oui. Puis c'est pour ça que, justement, tu sais... un travail comme l'a fait Le Devoir, justement, pour rester dans la même période puis dans le même mouvement, là, mais Le Devoir qui avait fait un dossier sur Julien Lacroix, là, puis là, tu avais tout un travail journalistique qui avait été fait, qui avait rencontré, je pense, 9 victimes. Ça tombe, puis je veux dire, c'est ça, il est
c'est sans équivoque. Là. Je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus du travail qui a été fait versus un témoignage anonyme qui sort sur Instagram. Puis ça veut pas dire qu'il n'est pas vrai, mais il y a quand même, entre les deux, il y a quelque chose qui est plus solide. T'sais. Ben, en fait, c'est que les standards sont différents. Mm-hmm. Puis ce qui veut pas dire que les gens qui publient du contenu sur Instagram n'ont pas leur utilité. Il y a bien des enquêtes journalistiques qui partent de ce qui part dans les médias sociaux. Donc, moi, je méprise pas ça du tout. Je dis juste que le standard est différent, puis ça, il y a peut-être un travail de pédagogie de notre part à faire. Mm-hmm. J'ai lu la chronique que tu as faite sur le docteur dont j'ai oublié le nom, là, dont son entrevue qu'il avait fait à Paul Arcand. Oui, Docteur Marchand. Docteur Marchand. Oui. Il y a comme une entrevue vraiment qui est sortie, je pense, début septembre, qui avait été rippée puis qui avait été mis sur YouTube, sur une plateforme... je sais pas exactement la page YouTube de qui, là, mais j'imagine que c'est une plateforme un peu conspirationniste. Oui. Puis l'entrevue, dans le fond, c'était un professionnel de la santé, immunologue, qui expliquait que pourquoi les professionnels de la santé avaient une réticence à se faire vacciner. Puis moi, tu vois, on m'a envoyé... Il y a un de mes amis qui est un peu là-dedans, là, puis il m'a envoyé cette entrevue-là, tu sais, quand c'est sorti. Moi, je l'ai écouté, j'ai fait « Ah, ben, OK, je sais pas trop quoi te dire, là. C'est l'opinion de ce gars-là, au même titre que l'opinion, justement, du docteur Raoul, je sais pas quoi, là, qui avait dit que la 5G était en cause de la COVID, là, ou quelque chose comme ça. Fait que je porte pas plus attention que ça. Finalement, ta chronique sort. Puis là, dans la chronique, j'apprends que c'était une entrevue, finalement, qui avait été faite en février, au début de la vaccination, qui a été rippée puis remis en ligne en septembre. Mais que c'était indiqué nulle part, pris complètement hors contexte. Puis, je me rappelle, en lisant ça, m'être dit, c'est à ça que ça sert, le journalisme de qualité, tu sais. C'est à ça que ça sert, parce que sinon, il n'y a rien qui va double-check ça, tu sais. Je comprends ce que tu dis, mais... Tu sais, chez les gens qui ont partagé cette entrevue-là, qui était un peu tronquée, qui était publiée, qui a été republiée, en fait, à une époque complètement différente, sans le dire. Tu sais, Richard Marchand, au moment où ça circule en septembre, cette entrevue-là, il est vacciné. Il est double vacciné. Il est double vacciné. Il est vacciné depuis longtemps. Tu y as parlé, là. Oui, j'y ai parlé. Il était à son chalet, puis il bûchait du bois. Exactement. Puis il m'a dit quand il a été vacciné, etc. Lui... entretenait à l'époque de l'entrevue avec Paul Arcand des doutes. Mais même là, il dit, ça je ne l'ai pas écrit dans le papier, mais je trahis aucun secret quand il me dit ça. Il dit, je suis un peu Asperger. Fait que tu me poses une question, je te réponds. Ce qui peut sembler être une bonne politique, oui, mais pas tout le temps. Des fois, il faut que tu puisses anticiper comment ça va être reçu. Ouais. Donc, ça va te forcer à faire des nuances, ajouter des bémols que tu n'ajouterais peut-être pas. Lui, humblement, m'a dit, écoute, j'ai pas vu comment ça pouvait être récupéré. Tu sais, ta job depuis 40 ans, c'est d'être microbiologiste, infectiologue. Tu es dans ton laboratoire avec les microscopes, tes éprouvettes, etc. Tu sais pas qu'il y a tout un écosystème de désinformation. Ouais. Tu sais pas que tu risques de jouer leur jeu sans le savoir. C'est pas ta job. Fait que lui est allé dire ça de bonne foi. Puis quand il regarde dans le rétroviseur, il voit comment il a été utilisé. Et puis, je pense que les Richard Marchand, dans 20 ans, vont être beaucoup plus habiles à contourner, disons, les mines, pièges, les pièges puis les mines. Ouais. Puis parce que moi, je me rappelle quand je m'étais fait envoyer ça, juste avoir tassé ça du revers de la main, puis plus jamais y avoir pensé, tu sais. Oui. Moi, m'a dit, c'est un professionnel qui a dit ça, tu sais. Mais au final, après ça, j'en ai reparlé même dans des conversations, puis avoir cette information-là, du fait que c'était complètement hors contexte, ça aurait tellement été mieux dans certaines conversations que j'ai eues dans des groupes d'amis. Là. Mais tu sais, je suis content d'avoir fait cette chronique-là. Je pense que ça a peut-être dégonflé un peu ce mythe-là, mais les gens qui croient à ça, ils n'ont pas arrêté d'y croire. Ben non, c'est ça. Non, c'est ça. Parce qu'ils veulent... probablement que les gens qui croient à ça, rendus là, ils ne te lisent plus vraiment. Là. Peut-être, mais ils veulent croire ça aussi. Fait qu'il y a un élément... Tu sais, quand je te dis ils veulent croire, il y a un élément de foi dans le conspirationnisme qui est dur à détricoter. Est-ce que c'est quelque chose, mettons, le conspirationnisme,
élargissons-le plus largement que juste la COVID là, dans la situation actuelle. C'est-tu quelque chose que toi, tu as vu dans ta carrière qui existait avant ou c'est comme ça sort de nulle part dans cette situation-là? Moi, je suis zéro étonné. Ouais. En 2001, il y a eu les attentats. Et dans les années qui ont suivi, a commencé à grandir puis à prospérer sur le web toute une nébuleuse de conspirationnistes, les truthers. C'est les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre présentement, sauf qu'avec les médias sociaux, c'est comme si tu leur avais injecté à ces mouvances-là une dose de stéroïdes. Donc, je suis zéro étonné. Puis moi, ça fait longtemps que je parle de ces fausses croyances, de désinformation. J'en parlais avant la pandémie. J'en parlais quand une chargée de cours dans une université disait des choses qui étaient complètement folles. Ça te faisait peur déjà? Ah oui. Ça te fait peur, ça? Oui, je voyais un potentiel, pas de déstabilisation, mais de pollution des esprits. Donald Trump a été élu en jouant là-dessus. Là, en jouant là-dessus. Ouais. Il disait des choses qui se disaient justement uniquement dans des forums de discussion peu fréquentables. fait que pour répondre à ta question, je suis pas surpris du tout. Ouais. Mais c'est... En tout cas, moi, justement, qui est confronté à ça, tu sais, je veux dire... Bush a fait 9/11, je l'ai entendu, mais j'étais pas, tu sais, je me suis pas penché sur la question. Puis, tu sais, les pyramides ont été faites par les extraterrestres aussi, tu sais, ces choses-là. On n'a pas marché sur la Lune. On n'a pas marché sur la Lune. Le cancer a été guéri, mais ils veulent pas sortir parce que ça fait trop d'argent. Ces choses-là, je les ai entendues, mais j'ai jamais été confronté à ça. Mais là, c'est la première fois dans ma vie où est-ce que je suis confronté à ça, où est-ce que on dirait que c'est comme too much pour juste rester informé sur c'est quoi la dernière affaire. T'sais. Oui. En fait, je parlais de religion, je parlais de foi tantôt. Pour suivre tout ça, il faut que tu aies un élément quasiment religieux. Il faut que tu tombes là-dedans. Puis je note, écoute, je m'étais fait la réflexion avec les truthers que je me fais présentement. Un gros événement qui bouleverse l'imaginaire, qui bouleverse les individus. Plein de gens de bonne foi qui veulent soudainement s'informer, qui ne l'avaient pas fait tant que ça. OK, c'est un portrait type. Évidemment que tu as des gens hyper informés qui sont tombés là-dedans. C'est un portrait type. Mais moi, je retrouve des archétypes de personnes maintenant dans la pandémie que je retrouvais après 9/11. Des gens qui veulent comprendre le monde, mais ils ont 35 ans puis ils commencent à s'intéresser à ça là. Je te le dis sans aucun mépris. Christy, que le monde, c'est un endroit complexe, compliqué. Fait que tu sais, il y a 20 ans, là, soudainement, il faut que tu comprennes comment fonctionne le Moyen-Orient. Christy, il y a des gens qui font des doctorats, qui ont été diplomates dans ces endroits-là, qui ne comprennent pas encore comment ça marche. Là, tu as des milliers de personnes effrayés qui commencent à s'intéresser à comment ça fonctionne en Irak, en Arabie Saoudite, en Égypte, comment fonctionne l'islam. Des enjeux extrêmement complexes. Il y a de quoi se perdre. Mais c'est la même chose avec la pandémie. Il y a de quoi se perdre dans une science qui est des fois incertaine, qui ne te donne pas des réponses claires, puis tu as des gourous qui, eux, te donnent des réponses super claires. C'est rassurant, ça. Exact. Puis c'est aussi que la manière dont on s'informe, puis on va chercher l'information, tu sais, justement, tout le web, on dit depuis tantôt, c'est nouveau, puis l'apparition de YouTube, l'apparition de blogs, l'apparition de toutes ces affaires-là, où est-ce que n'importe qui peut publier ce qu'il veut, tu sais, puis on n'a pas été formé, tu sais, cette génération-là, en tout cas, personne n'a été formé sur comment reconnaître qu'une source est fiable ou non. Tu sais, je veux dire, jamais personne qui nous a dit ça. Doom, tu touches à quelque chose d'essentiel. Comment savoir, tu sais, personne nous a jamais dit qu'un vidéo, tu sais, qu'un article du New York Times, ça a peut-être plus de valeur objective qu'un vidéo YouTube, mettons, tu sais. Mais quand personne t'a jamais expliqué ça, je comprends pas ça. Ça, tu sais, quand je vous dis que j'en parlais avant la pandémie, tu sais, tu as eu beaucoup de désinformation à travers tout ce qui touchait les immigrants, les religions comme l'islam. Les gens m'envoyaient des sources, tu sais, j'exagère à peine,
une source qui n'existe que sur Facebook. Le site s'appelle... c'est pas ça, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Lesmusulmansvonsnous-manger.com, mettons. Mais ça, c'était présenté comme la vérité. Pourquoi vous parlez pas de ça? Christy, c'est quoi la source? Fait que cette littératie médiatique, elle est à faire. Parce que, tu sais, moi, c'est ça ma job depuis 25 ans. C'est quoi la source? Ça veut pas dire que je me trompe pas, mais je mets pas sur le même pied le New York Times avec un journal que je connais pas. Fait que j'essaie de voir, si tu m'envoies une source d'un journal que je connais pas, dont j'ai jamais entendu parler, je veux voir si c'est un journal légitime. Mais sur Facebook, tout se vaut. Puis c'est encouragé. Parce que une chose qui est encouragée sur les médias sociaux par les algorithmes, c'est l'engagement. Qu'est-ce qui provoque l'engagement? De la colère. La nuance provoque beaucoup moins d'engagement. Fait que le site qui s'appelle lesmusulmansvonsvous-manger.com, il en suscite en maudit de l'engagement. Fait que l'algorithme, il va te l'envoyer, puis il va l'envoyer à tous tes amis, ce site-là. C'est comme, tu sais, sur Facebook, n'importe quel article qui va se partager, peu importe la source, va sensiblement avoir l'air de la même affaire. Tu as une photo, tu as le titre, puis en petit, en dessous, tu as le site web. Puis c'est le URL qui est quand même compliqué souvent à déchiffrer. On dirait que si c'est un article, puis je peux cliquer dessus, puis là, je lis quelque chose, on dirait dans le cerveau de ben du monde, si quelque chose qui a été écrit, ça veut dire que ça doit être... ça doit avoir été checké, cette affaire-là. Même chose avec les vidéos YouTube. Je veux dire, à peu de frais, tu peux te créer un environnement dans ton sol qui va ressembler à un studio de RDI, de CNN. Fait que pour les gens, c'est la même affaire que de l'info faite par des vrais journalistes. All right. Je voulais qu'on parle parce que j'ai fait une. Je fais souvent des soirées où est-ce que je regarde des vidéos avec des amis, des vidéos genre old school du Québec. Tu sais, des trucs qui sont passés à la TV, qui sont comme des moments marquants, qui ont marqué l'imaginaire. Puis il y a un épisode des Francs-Tireurs où est-ce que tu vas voir un gars. Le gars avec son char. Le gars qui est en amour avec sa voiture. Là. Ah oui, je me souviens de ça. Mais c'est parce que moi, j'avais vu ça. Je l'ai oublié pendant 15 ans. Puis quand je l'ai revu, ça m'a ramené tout de suite quand j'ai vu ça. Des moments de même, on peut parler de ce moment en particulier-là, ou bien des moments de même dans ta carrière, j'imagine qu'il y en a qui restent, là, auxquels tu repenses des fois, puis tu fais comme ça, ça se peut pas que ça me soit arrivé. Là. Ça, c'est dans le top 5. Ouais. Ça se voit dans ta face que c'est quelque chose qui est en train de te marquer à tout jamais. tu le vois, tu fais comme « Ah ouais! » Regarde, pour la petite histoire, pour situer les gens, on fait un spécial auto au Franc-Tireur. Ça tire dans toutes les directions. Là, on a, je pense qu'on a Luc Ferrandez qui nous livre sa vision de l'auto, puis plein d'aspects qui touchent à la place de l'auto dans nos vies. Puis là, les recherchistes découvrent un gars qui, lui, tripe sur son char, mais vraiment, là, fait venir des pièces du Japon. Le gars modifiait son auto, là, du tuning, là, je pense. Fait que le volant n'est pas à gauche, il est à droite. Beaucoup de soins là, sur la peinture, le design, puis tout. Mais le gars, il a une relation particulière avec son char. Quand les recherchistes t'amènent ce gars-là, est-ce qu'ils te l'amènent en disant ce gars-là, c'est juste un passionné de pièces, puis un tripeux vraiment, il tripe son char, ou bien il y a aussi cet aspect-là qui te présente? Là? Je m'en souviens pas, mais elles auront certainement vérifié. Elles auront au moins une certaine, disons, un avant-goût de l'amour charnel que ce gars-là a pour son char. Fait que là, je suis en entrevue avec lui, mais il me parle de son char comme d'une blonde. Puis il me dit des affaires là, assez heavy metal, là, comme sa seule qualité, c'est qu'elle peut pas me faire des affaires sexuelles. Ouais. Son seul défaut. Là. Puis, je me rappelle pas de tout ce qu'il dit, là, je paraphrase. Tu l'as vu récemment, tu as un avantage sur moi, mais là, il me dit tellement des affaires qui sont énormes qu'à un moment donné, puis ça, on ne l'a pas montré. En tout cas, je pense pas. J'arrête l'entrevue. Je dis, OK, attends une seconde. Je dis, là, continue à filmer. Là. Puis là, je regarde le gars, je dis, écoute, tu me niaises, hein? Il dit, non, je te niaise pas. Pourquoi tu me dis ça? Je dis, ben écoute, c'est beaucoup trop énorme
ton amour pour ton char. Tu sais, là, ça n'a pas de sens. C'est un amour charnel, là, Christy. Je pense qu'il... il pense à ça le soir. Oui, Il dit j'aime mon auto, c'est pas au sens figuré. Là, c'est au exact. sens, Fait que là, je lui dis, regarde, c'est parce que là, on est en train de te filmer, on va pas le diffuser, mais regarde, je te le dis, j'ai des gros doutes sur ce que tu me dis. Là, dans mon souvenir, il se fâche. Non, je niaise pas, puis c'est vrai. Je pensais que tu faisais pranker. Là. Oui. OK. Exact. Fait que je dis, regarde, si tu as mis des caméras ici, puis que tu nous filmes, puis quand on va le diffuser, tu vas dire, hey, regardez, Estique, je les ai eus, les francs-tireurs. Moi, je vais sortir ce tape-là pour dire que, excuse-moi, on avait des gros doutes. Ouais. Mhm. Finalement, il s'assumait au bout. C'est sorti le mercredi soir, il s'assumait encore. Et là, on a fait quelque chose qui se faisait pas beaucoup à l'époque. On a pris un bout, puis si je me trompe pas, là, je l'ai mis sur mon blog et ça s'est mis à circuler sur des blogs, peut-être même sur Twitter qui était au balbutiement. Là, il a pas aimé ça. Là, il nous a demandé de retirer ça parce que là, soudainement, des gens pouvaient se l'envoyer. Tu sais, quand ça passe à la TV, il faut que tu appelles ton ami pour lui dire check ça. Puis c'était avant que tout soit disponible sur le web facilement. Tu sais. C'est dans les premiers trucs viraux au Québec. Là. Oui, un peu, mettons. Ah ouais. Mais là, il s'assumait plus. Ça, c'était complètement fou. Ça, je m'en rappelle comme c'était hier. Mais ça n'a pas de bon sens, toi, là, parce que quand on regarde cette tape-là, je veux dire, nous autres, on est des amis qu'on a fumé un petit bat, puis on écoute ça, puis c'est drôle. Moi, c'est vraiment ta face de gars qui ne saisit pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Hey, je me méfie, PH. Je pense qu'ils sont en train de me pranker. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, OK, voici une occasion de faire mal paraître cette émission-là. Ouais. Donc là, je suis vraiment sur... Un, j'y crois pas, puis deux, je suis sur mes gardes. Fait qu'il y a bien des affaires qui se passent dans ma tête. Fait que je pense que ça paraît dans ma face. Ouais, exact. Puis, y en a-tu d'autres des moments comme ça? Ben, inusités ou fort en émotion? Conspirationniste, OK? 2006, c'était dans ma deuxième saison des Francs-Tireurs, je pense. Là, les mouvances conspirationnistes, là, ça commençait à vraiment monter. Et on est allé à un congrès de conspirationnistes à Sherbrooke. Beaucoup de truthers du 11 septembre. Moi, j'avais déjà écrit là-dessus. Et écoute, ça a fini que c'était dans le lobby de l'hôtel. Écoute, j'étais encerclé par des conspirationnistes assez hostiles qui me bombardaient de questions. Mm-hmm. Fait que j'étais comme le paratonnerre, puis j'étais obligé de répondre à toutes leurs questions. C'est un dossier que je connaissais bien, mais ça avait été très, très intense. Est-ce que c'était filmé, ça? Oui, c'était filmé. Ouais. Oui, fait que ça, on avait diffusé ça, là, ouais. Un moment où est-ce que tout le monde te pose des questions en lien avec c'est pour essayer de te coincer sur le 11 septembre. Oui, là, mettons. exact. Fait que ça, les francs-tireurs, pour ça, tu sais, il y a eu beaucoup de moments, pas forcément comme ça, mais t'allais à la rencontre de gens qui étaient souvent là, aux marges. Ouais. Aujourd'hui, les marges sont rendues dans le centre. Là. Ouais. En fait, c'est parce qu'ils sont très bruyants. Ouais, mais à ça. l'époque, c'était moins présent. Ouais. Fait que les francs, ça nous a permis de plonger dans beaucoup d'univers comme ça. Tu l'as fait pendant combien de temps, cette émission-là? 8 ans. 8 ans? Ouais, Tu t'ennuies-tu de cette émission-là? Ah oui. Ah ouais? J'ai beaucoup aimé faire ça. Beaucoup. C'était quoi les choses que tu aimais dans cette émission-là? La variété. La variété de fond et de forme. J'aime tous les projets que je fais. Mm-hmm. Mais tu sais, 2 hommes en or, c'est un show, c'est des entrevues. Les francs-tireurs, tu faisais une entrevue, tu sais, qui était... tu pensais que tu allais faire un 16 minutes en ondes avec ça. Finalement, l'invité t'en donnait beaucoup, s'ouvrait, se confiait. On pouvait se dire, ah ben c'est quoi? On fait 40 minutes là-dessus. Ça va être 3/4 de l'émission. Donc, cette variété-là, d'aller sur le terrain aussi, on faisait des voyages, etc. Fait que c'était un format qui était vraiment le fun à faire. J'ai vraiment aimé ça. Fait que oui, j'ai beaucoup de nostalgie par rapport à ça. Puis, j'imagine que si tu en gardes un bon souvenir, en fait, tu faisais ça avec Richard Martineau. Là. Est-ce que... tu dois être curieux t'en faire parler, mais t'es-tu déçu qu'aujourd'hui, mettons, votre relation n'est pas ce qu'elle a été, comment ça a tourné, ou bien vous avez tous les deux tourné la page, puis c'est la vie, puis c'est pas plus grave que ça? Ah boy, déçu, non. Non, ben en fait, je suis déçu comme
Parce qu'à cette époque-là, j'imagine que ça allait bien. C'est un très bon coéquipier. Ouais. Tu vas... je pense pas que tu vas trouver quelqu'un qui a travaillé dans les francs-tireurs qui va te dire « Hey, Martineau, il est pas correct. » Ouais. Il y a des gens dans le showbiz dont on va dire ça, qui sont pas toujours gentils. Richard, c'est un coéquipier super le fun, super agréable, rien à redire. Nos différences... ça me tente pas de plonger là-dedans parce que c'est plate pour tout le monde, là, mais elles sont venues après les francs-tireurs. Mais je garde un bon souvenir de lui comme coéquipier. Ouais. Quand je pense à Richard comme coéquipier des francs-tireurs, je me dis pas c'est un ci puis c'est un ça. Pas du tout. Puis tu sais, sans rentrer dans les détails de votre relation à vous, parce que ça regarde juste vous, mais tu sais, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Y a-tu changé complètement son fusil d'épaule, ou c'est le monde qui a changé puis lui qui a pas changé, ou est-ce que maintenant il est rendu un personnage puis il s'assume complètement là-dedans, ou vraiment tout ce qu'il écrit il l'assume puis il le pense? Ben, écoute, je sais pas dans sa tête. Je sais pas, je suis pas dans sa tête. Moi, je l'ai vu me faire ce qu'il a fait à d'autres. Mon principal reproche à Richard, c'est pas ce qu'il pense des enjeux. C'est pas ce qu'il pense des individus. C'est la caricature qu'il fait des individus et des enjeux, et après, il attaque cette caricature-là. Écoute, tu as partagé un bon tweet sur ça aujourd'hui. Ben, exactement, oui. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, j'ai partagé un tweet que j'ai envoyé il y a 5 ans et quelques. Fait que je partage ce que j'ai écrit, une capture d'écran de ce que j'ai écrit et de l'interprétation que Richard en fait. C'est comme si je te disais, ton vin, il est-tu bon? Non, mais ton vin, il n'a pas l'air bon. T'aimes le vin pas bon, mais t'es bien cave. Ouais. Mais là, c'est pas du vin, c'est de la bière. Ouais. Mais les gens... En fait, c'est même pas comme je te le disais. C'est comme si je disais à plein de monde, « Hey, Doom, là, écoute, il boit tel alcool, puis je trouve que c'est cave boire tel alcool. Christy, c'était même pas cet alcool-là. Tu es en train de boire de la bière. Tu comprends? Mon reproche à Richard, c'est de dénaturer, caricaturer des positions des adversaires et d'attaquer la caricature. Fait que moi, quand je lis Richard qui dit quelque chose de quelqu'un, je veux voir la source. Je me fie pas au fait qu'il va le paraphraser. Il a fait quelque chose à Daniel Weinstock, qui est un intellectuel, professeur d'université. Écoute, Weinstock a fait une conférence très nuancée à un moment donné où il était question de mutilation génitale. Il n'y a pas de nuance à avoir sur le principe de la mutilation génitale. La nuance de Weinstock, c'est quand il racontait le raisonnement de certains médecins face à ça. Est-ce qu'on dénonce? Comment on dénonce? Est-ce qu'il faut dénoncer? Ils se mettaient dans leur tête pour expliquer le raisonnement de ces médecins-là. Et c'était très clair que Weinstock était résolument et définitivement contre l'excision. Mais Richard a fait dire autre chose à Weinstock. Ouais. Et c'est ce qu'il a dénoncé dans sa chronique. Il a fait passer Weinstock pour quelqu'un qui avait une certaine, disons, je vais le dire charitablement, qui avait une certaine ouverture face à ça. C'était pas vrai. Tu regardes la vidéo et tu te dis, mais mon Dieu, je suis tombé des nues. Ça, c'était de toutes les fois où Richard a dénaturé, caricaturé un adversaire et ou une position. Là, c'était l'Everest de la caricature. Ben, je suis pas d'accord avec ce procédé-là. Ouais. Je trouve que c'est nocif. Ouais. Mais c'est facile. Ouais. C'est facile de faire ça. Mais je peux pas croire que, tu sais, mettons, un gars comme lui, avec la carrière qu'il a eue, puis le parcours qu'il a eu, qui est pas assez intelligent pour voir cette nuance-là, dans les propos de Weinstock. Fait que probablement qu'il a des selles, mais que c'est conscient, finalement, ces caricatures-là. Je suis pas dans sa tête. Parce que c'est un débat, c'est un débat que j'ai avec des amis souvent, puis pas par rapport à Martineau, mais par rapport à tout le monde qui fait, tu sais, mettons, moi je viens de Québec, Jeff Fillion et compagnie, puis c'est tout le temps la question, penses-tu vraiment ce qu'il dit, ou ben, il fait un show, puis il fait juste ça pour faire un show, puis on s'entend jamais sur cette question-là. Je sais pas, mais regarde, moi ça m'est arrivé de me faire envoyer des vidéos, puis là, t'analyses la vidéo.
Puis, tu sais, là, t'arrêtes la vidéo, puis tu prends des notes, mettons. Ouais. Puis là, t'essayes de voir le contexte, puis tu pèses chaque mot. Mais ça prend du temps à faire ça. Ça prend... Puis des fois, là, tu vas taper toute la job, tu vas lire le rapport, tu vas faire l'entrevue, puis à la fin, Chris, il n'y a pas d'histoire. Ouais. C'est ça, aussi, ouais. non, mais c'est aussi ça, la job. Ouais. Tu vérifies, Ouais. puis des fois, il n'y en a pas d'histoire. Des fois, là, les gars, là, je pars, là, quelqu'un m'appelle, quelqu'un me contacte, je fais des vérifications, puis je me dis, hey boy, écoute, ça, là, ça va puncher. Là, tu fais la vérification, puis tu fais comme, à un moment donné, quand tu mets toutes tes vérifications dans le contexte, tu fais comme, mais non, j'ai pas d'histoire. Il n'y a rien là. Tu sais, des fois, la joke que je fais avec Yves Boisvert, je lui dis, hey, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Hey, j'ai vérifié. Parce que quand J'ai été rigoureux. J'ai été rigoureux, j'ai eu Parce de la que des rigueur, fois, ouais. tu vérifies, puis ça J'ai du scrape. zèle. Ouais. Ça scrape Ouais. ton a priori. Ça scrape la chronique que tu es déjà en train d'écrire dans ta tête. Mais c'est ça. Fait que pour les autres, pour Richard, puis tu sais, Richard, il a assez de talent Mhm. pour faire une chronique par jour sans avoir à faire ça. Pourquoi il le fait? Je ne sais pas. Puis ce que je te dis, c'est, moi, je vois ça. Puis, tu sais, j'ai parlé d'un tweet aujourd'hui. Je parlais des féministes. Ouais. C'était il y a 5 ans. Je mêlais plein d'idées. Richard a dit, ah ben, Lagacé compare les féministes à Ben Laden. Ouais. Puis c'était juste parce que dans le même paragraphe, il y avait le mot féministe et Ben Laden. Mais tu sais, c'est juste Mais- les deux mots étaient dans le même paragraphe. Mais évidemment, il n'a pas donné de source Ouais, exact. vers ça. Ouais. Il n'a pas dit, Fait que tu peux pas voici ce vérifier qu'il a toi-même. dit. Ben non. Donc, moi, je trouve que c'est un procédé qui n'est pas rigoureux. Dans la chronique que tu as faite, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, tu parlais de... Parce que là, on parle de peindre une caricature puis ensuite s'en Ah ouais. prendre à la caricature. Tu parlais de la caricature du woke qui s'est faite dans les... À l'Assemblée nationale. à l'Assemblée nationale. Ouais. Ça, c'est... Ben, un peu partout, Un peu partout. en Ouais, Occident. mais là, ouais. encore à ce jour, je suis sûr qu'on va se retourner sur cet échange-là à l'Assemblée nationale, puis qu'on va, mettons, dans 10 ans, on va trouver que c'est la chose la plus absurde qui s'est Ça va passée. rester là. un clip drôle. là. Une Ça va rester nice. un what the fuck comme l'histoire de l'auto. Ah, peut-être pas autant, mais Peut-être pas quand même. autant, mais quand même. Puis tu faisais le parallèle avec plein de causes où est-ce que, évidemment, que si tu traces, tu sais, moi je peux prendre le véganisme comme exemple, moi je suis vegan, puis si tu fais la caricature du vegan, c'est facile de l'attaquer, tu sais, Ouais. puis qu'au final, c'est des mouvements qui sont crédibles, puis qui sont nécessaires même. Est-ce que cette idée-là de caricaturer des gens, qu'est-ce que tu penses qui est derrière ça? Est-ce que tu penses que c'est pour attirer l'intérêt? Est-ce que tu penses que c'est pour mettre des choses complexes dans des cases simples pour être capable de les compartimentaliser? Hey boy. Ou est-ce que tu penses que c'est juste la nature humaine qu'on fait tout le temps ça? Quand c'est une idée qu'on s'oppose, c'est plus facile de faire un amalgame de toutes les choses qui sont extrêmes puis les pointer du doigt? C'est un bon vieux sophisme, là. C'est l'homme de paille. Oui. Là. Ça fait. C'est On, là depuis toujours. là. on est là-dedans. Ça fait partie, je pense, de la tentation de quiconque est dans le débat public. Mm. Mais encore là, puis c'est une tentation qui guette tout le monde. tu sais. Ouais. Mais moi, c'est pas mon modèle d'affaires. C'est pas mon modus operandi habituel. Ouais. Il y a plein d'éléments de ce qu'on appelle le mouvement woke qui est hey, WTF. tu sais. Ouais. 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 Je veux dire, des controverses parce que quelqu'un porte des dreads, des controverses parce que vous vous donnez des cours de yoga puis c'est de l'appropriation. Mhm. Un restaurateur québécois décide de faire une soirée coréenne puis soudainement, il y a quelques personnes qui lèvent la main en disant que c'est de l'appropriation, c'est épouvantable. Je pense que les Coréens s'en contre-Christ. Tu Ouais. comprends? Probablement. Très probablement. Mais tout ça crée une impression. L'affaire des livres brûlés en Ontario, Ouais. c'est complètement fou. Ouais. Mais ça veut-tu dire que tout ce qui provient des milieux dits progressistes qui veulent une égalité, qui combattent l'inéquité raciale, Ouais. c'est de la merde? Ouais, c'est ça. C'est Non. Mais je lis certains commentateurs, tu as l'impression que oui. Ouais. C'est une façon réconfortante de décrédibiliser tout un mouvement.
C'est de voir juste la pointe de l'iceberg, là, parce Oui. qu'en fait, c'est ces quelques occasions-là qui font les manchettes, qui font des controverses, dont on parle, dont on débat, puis qui va choquer bien du monde. Mais en bout de ligne, c'est juste une minorité de militants. Là, qui... Puis je reviens, Doom et PH, à ce moment-là à l'Assemblée nationale. C'était, pour moi, je le vois comme étant moins what the fuck que vous autres. C'est deux adversaires qui cherchent à se définir. Ouais. Puis ce soir-là, j'ai l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois s'est ouvert une bonne bière en se disant « yes ». Ouais. Pourquoi? Parce que François Legault parle de Gabriel Nadeau-Dubois, le traite comme son seul adversaire, fait peu ou pas ça avec le PQ et avec les libéraux. Fait que, et pour la crowd de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, sur un plateau d'argent, là. Oui, Legault moment-là. est l'ennemi à abattre. T'sais, ils veulent pas abattre les libéraux, ils veulent plus abattre le PQ. Ces deux adversaires-là se sont définis publiquement ce jour-là. Ouais. C'est de la politique pure. Ouais. Fait que ça avait l'air en surface un petit peu enfantin, mais c'est de la bonne vieille politique. Je te dis pas que c'est une bonne idée je te dis pas que c'est un bon modèle de politique, mais c'est vieux comme le monde. En politique, je me rappelle pas qui disait ça. C'est le fun d'avoir des amis, mais c'est le fun d'avoir des ennemis. Et ces deux ennemis-là se sont trouvés et définis pour moi ce jour-là. Ouais. Puis les deux, finalement, ont utilisé la même technique parce que, tu sais, on dit que, justement, François Legault voulait caricaturer Gabriel en le traitant de woke, mais et vice-versa. Je veux dire, François Legault n'est pas Duplessis non plus. Là. C'était aussi une caricature. Puis... Oui. En effet, tout le monde... il y a toujours un élément de caricature en politique. Là. Ça, c'est évident. Mais c'est juste le moment... C'est juste d'entendre woke comme une insulte. Tu sais, puis de la bouche du premier ministre, on dirait que c'est... Dans l'univers de François Legault, woke est une insulte, là. C'est quand même suprême. Là, fait que ça te montre c'est quoi un peu son état d'esprit, puis dans quel univers il baigne, là, quand même. Oui. Mais j'avais pas pensé à ce que tu viens de dire au sujet de depuis le retour à l'Assemblée nationale, on dirait que le compétiteur majeur de François Legault, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, de tout ce qu'on entend des échos, puis que les deux partis qui, au final, ont plus de députés que Québec solidaire, on n'entend rien dire de ces partis-là, les partis d'opposition. Là. Écoute, des fois, tu as l'impression d'avoir l'espace que Québec solidaire occupe, parce qu'ils sont bons pour occuper l'espace. Tu as l'impression que c'est l'opposition officielle. Ils ne sont pas l'opposition officielle. C'est les libéraux, l'opposition officielle. Le PQ a à peu près autant de députés, là, je ne me rappelle pas du score final, là, il y a eu des démissions, des défections, des gens qui vont siéger comme indépendants. Ils ont à peu près le même nombre de députés que Québec solidaire. Mais l'espace occupé par Québec solidaire dans les médias sociaux, dans les médias points, en chambre, c'est comme un boxeur qui est capable de se battre en haut de son poids. Fait il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Puis la mauvaise nouvelle là-dedans, c'est beaucoup pour le PQ. Mais c'est de loin le parti qui a le branding le plus fort, puis qui est le meilleur en autopromotion, puis en l'utilisation des réseaux sociaux de loin. Mais après ça, réseaux sociaux... Versus vote, c'est pas la même chose. Regarde Maxime Bernier. Il a augmenté son score sur la dernière élection, mais à un moment donné, là, je l'ai bloqué à dynamite, moi, sur Twitter, les gens du Parti populaire. Fait que t'aurais pu penser que ces gens-là allaient traduire leur présence médias sociaux en vote, puis c'est pas toujours le cas. Ça s'est pas passé. On a parlé de sujets délicats, on a parlé de radicalisation. Comment toi là-dedans, tu décides qu'est-ce qui est un sujet qui est d'intérêt public ou qu'est-ce qui mérite la peine que tu t'y attardes, mettons, versus quelque chose que soit tu te risquerais pas ou soit tu dis ça vaut pas la peine d'en parler? Ah, bonne question. Est-ce que ça a une portée universelle? S'il y avait 3 complotistes au Québec, 3 radicalisés, j'en parlerais pas. Mais c'est devenu une sorte de phénomène de société. Puis on peut toujours dire, ah oui, mais regarde, ils sont juste 10%. 10%, c'est 800 000 personnes au Québec. Là. C'est beaucoup de monde. Dans un contexte de pandémie, les efforts de la majorité peuvent être sapés par une minorité. Surtout quand on parle de chaîne de transmission puis de protection du groupe. Donc,
y a-t-il un caractère universel? Je peux parler de mon nombril, mais si je fais juste parler de mon nombril puis que ça intéresse juste mon nombril, c'est une chose. Si je parle de quelque chose qui est universel, qui concerne mon nombril, je pense que les gens vont se reconnaître. Mais je vais te donner un exemple. Seinfeld est revenu, là, est tombé sur Netflix. Moi, j'ai trippé sur Seinfeld. Ouais. Mais vraiment, là. Ouais. Mais le monde s'en contre-torche. Tu comprends? Je ne vais pas faire une chronique là-dessus. Je ne vais pas faire un segment à radio. Mon auditoire, mon public québécois, francophone, je veux dire, il y a 3% du monde qui sont intéressés par ça. Donc, il n'y a pas de portée universelle pour moi. Si j'étais américain, si j'étais canadien anglais, ce serait une autre affaire. Pour les radicaliser, même si sont 10%, Christy, ça a un impact majeur dans la société puis dans ce que ça annonce aussi à venir en termes de pollution de l'information, disons. Puis qu'est-ce qui fait, mettons qu'on parle justement de conspirationniste, je ne veux pas nécessairement dire qu'il y en est un, mais qu'est-ce qui fait que, mettons, tu sais, parce que tu as co-signé une chronique sur Guillaume Lemaitre-Vierge, là, tu sais, puis qu'est-ce qui fait que cette histoire-là n'est pas anecdotique puis elle vaut la peine d'être traitée, mettons? Écoute, ce qu'on a déterminé à la presse, c'est, on a pris la grille d'analyse, par exemple, de gens qui sont des personnalités publiques puis qui vont perdre un contrat, mettons. La comédienne X est dans le téléroman Y. Il s'est passé ça. Elle perd son rôle, son personnage meurt, mais en fait, c'est parce qu'elle a maintenant un nouveau rôle dans un autre téléroman. Elle n'a plus le temps de le faire. Mais on va le dire, pourquoi? Guillaume Lemaitre-Vierge, c'est connu qu'il avait ce gig-là de réalisation de District 31. Il n'est plus là. On l'apprend. Pourquoi? Écoute, déjà là, selon les standards de nouvelles qui touchent le showbiz, c'est une nouvelle. Après ça, il est allé dans un restaurant, il a demandé un traitement de faveur, et ce traitement de faveur-là est illégal. Il demandait un accommodement qui n'est pas légal aujourd'hui. Tu sais, c'est pas juste... c'est pas illégal d'utiliser ta célébrité pour dire je voudrais avoir une place samedi soir à 1 heure d'avis dans le restaurant le plus hot en ville. C'est pas ça que Guillaume a fait. Mais c'est pas illégal. Tu peux le faire. Ouais. De dire, je veux que tu me laisses rentrer dans ton restaurant. J'aimerais que tu me laisses rentrer dans ton restaurant alors que je ne suis pas vacciné, j'ai pas de passeport vaccinal. Ben, si tu demandes à un commerçant de faire quelque chose d'illégal, ça aussi, ça participe d'un certain intérêt public. Il est clairement contre des mesures sanitaires. Ça, je l'ai vérifié moi-même. Et il propage ces idées-là. C'est plate, là, mais quand tu es une personnalité publique, il y a des choses que tu fais puis que tu dis qui risquent de devenir d'intérêt public. Tu as une influence. Qui ne sont pas pour des gens qui ne sont pas d'intérêt public, ce sont des kidams. Il y a des gens qui nous ont accusés d'avoir éventé son dossier médical. Si une personnalité publique fait un infarctus, puis qu'on l'apprend, puis qu'on le vérifie, il est possible qu'on en fasse une nouvelle. Alors que si c'est un kidam, on ne va pas le faire. Si le premier ministre du Québec fait une pierre au rein, on va expliquer qu'il a été hospitalisé pour une pierre au rein. Puis oui, ça fait partie d'un certain dossier médical qui, normalement, est pas public pour la moyenne des ours. Si, de la même façon que si un kidam se fait arrêter pour alcool au volant, qui n'est pas connu, il y a très peu de chances qu'on en parle, même si on pourrait en parler. Si moi, je me fais arrêter pour alcool au volant, excuse-moi, mais je peux pas plaider que hey, quand c'est Roger Tremblay de Saguenay, vous en parlez pas, mais moi, vous en parlez. Ça fait partie... Tu mets donc ces deux éléments-là. Le contrat perdu pour les raisons qu'on sait, puis demander des traitements de faveur dans un restaurant. Tu mets ça ensemble, puis dans ma business, ça s'appelle une nouvelle. Est-ce que avec l'expérience, en fait, je sais pas, peut-être que ça n'a jamais été ça, là, mais est-ce que tu es nerveux des fois quand tu sors des chroniques ou quand tu traites d'un sujet X ou Y? Est-ce que, mettons, quand tu t'écris la chronique, puis là, tu l'envoies à ton éditeur, puis là, tu sais que ça sort le lendemain, là. Est-ce que des fois, tu dors moins bien? Y a-tu des fois où est-ce que tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? T'appréhendes la réception? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? A, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Puis B, est-ce que si oui, ça t'arrive encore? Des fois.
Des fois, oui. Je pense que c'est bon de douter, c'est sain de douter. Ma nervosité est toujours par rapport à la même affaire. Ma nervosité est toujours sur les faits. Est-ce qu'on s'est trompé? Mhm. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai tout vérifié? Y a-t-il un angle mort? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de vérifier? Sinon, sur l'opinion elle-même, j'ai le droit d'avoir mon opinion si elle est basée sur des faits vérifiés, vérifiables. Fait que si j'anticipe que les gens vont être fâchés parce que j'aime la Hochelag Nano Blonde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime ça. Ouais. Tu comprends? Mais si je disais, ça, c'est une excellente bière de Molson. Mais non, c'est pas une bière de Molson. Ouais. Ça, c'est ce qui m'empêche de dormir, la peur de m'être trompé. Puis des fois, c'est pas de tromper sur le fait que des fois, l'appréciation des faits. Ça, oui, des fois, ça va m'empêcher de dormir, oui. Tu sembles avoir quand même une bonne peur de la mauvaise information. Je lisais ta chronique sur quand tu as commencé à prendre des médicaments, de la vivance, puis tout a commencé juste de mélanger l'Alaska puis le Nebraska, là, je pense. L'Alaska puis l'Arkansas. L'Alaska puis l'Arkansas, t'as fait, à m'amener, t'as écrit Arkansas à la place d'Alaska, puis là, ça t'a envoyé dans une spirale où est-ce que tu te disais qu'il y avait un problème dans ton cerveau qu'il fallait que tu règles. Oui. Mais ça, moi, ça m'arrive à tous les jours de l'année de savoir, de me tromper en disant quelque chose, puis de faire, je le sais, que je sais que c'était pas ça. Là. Mais t'as pas idée à quel point je sais que Sarah Palin a été gouverneur de l'Alaska et non de l'Arkansas. Tu sais, je sais ça fondamentalement. Comme je sais que je viens de Laval, tu comprends? Et là, je me trompe là-dessus. Fait que j'ai sincèrement peur quelque chose dans mon cerveau qui marche pas. Fait que je vais voir le neuropsy de mon fils, puis on fait des tests, puis au bout des tests, il me dit non, contrairement à ce que tu penses, tu as un déficit d'attention. Fait que oui, la peur de l'erreur est toujours là. Ouais, sauf qu'au final, tu finis en disant faut juste que tu l'acceptes parce que l'erreur dans l'année, tu peux pas tout contrôler tout le temps. Ça aurait peut-être été bon quand j'étais au secondaire. J'aurais peut-être moins rushé, j'aurais pas plus aimé les maths, mais j'aurais moins rushé sur les maths. J'ai beaucoup souffert de ça, là, tu sais. Fait que et là, j'ai plus compris dans cette aventure-là comment mon cerveau fonctionnait. Je pense que d'avoir pris du vivance au secondaire, ça aurait peut-être été la différence entre avoir 62 puis 72. Au final, tu seras à la même place aujourd'hui. Oui, je serais à la même place aujourd'hui, mais j'aurais moins souffert à cette époque-là. Ouais. T'en prends-tu maintenant de manière régulière? Non, OK. Non, j'en ai pris quelques semaines à l'été 2019. OK. J'ai pas aimé ce que ça me faisait. Puis le gain d'efficacité, je trouvais pas qu'il était assez grand pour me taper les désagréments de cette médication-là. Ce qui veut pas dire que ça peut pas être excellent pour plusieurs personnes. Ce n'est pas un avis médical. Avant qu'on te laisse partir, je veux te poser une dernière question. Quelqu'un qui a eu une carrière comme la tienne, qui a fait des choix, qui a toujours amené vers un nouveau projet, un autre projet, puis t'as jamais manqué de travail, ce qui est quelque chose qui est quand même unique dans ton métier. Mm-hmm. Qu'est-ce qui dirige tes choix quand tu penses à ta carrière? Parce que tu sais, je lisais rapidement ton Wikipédia en français avant aujourd'hui. En fait. Celui qui dit que je suis né en France? Non, je pense pas. OK, ça a dû être changé. Ben, j'ai peut-être pas... Il y a un ou deux intervieweurs PH qui se sont fait pogner avec la page Wikipédia. Ah, mais ça disait à un moment donné que j'étais né, je sais pas où, dans le sud de la France, puis je suis pas né en... ça se peut tout à fait, mais dans le fond, tu me diras si je me trompe dans ce parcours-là, mais tu sais, c'était depuis... Tu nous disais tantôt que tu lisais des chroniques depuis vraiment jeune, mais après ça, tu es rentré à l'Université d'Ottawa pour étudier le journalisme. Puis après ça, ça a toujours été, tu sais, toujours un autre projet, puis toujours un autre projet. Oui. Quand on te propose un projet, c'est quoi qui te dirige tes choix? Puis de quelle façon est-ce que, mettons, pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être un peu perdus, qui savent pas vraiment, qui ont une passion, mais qui savent pas trop vers où aller, tu sais, puis... Il y a deux phases, OK? La première, c'est après l'université, OK? Parce que ça, c'est une question que je me fais poser souvent. Disons que je fais une conférence à l'université ou autre.
ceux qui commencent dans le métier, ceux qui sont à l'université, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment on fait pour percer. Puis les premières jobs, c'est toujours les plus difficiles à avoir. Quand tu es un journaliste établi, je pense pas à moi, là, je pense à des kids qui ont 35 ans, mais qui ont 10 ans de métier, puis c'est des bons journalistes. Ils ont des offres de partout à chaque année, tu comprends? Ça, c'est pas dur. C'est au début. C'est ta première job. Moi, mon meilleur conseil, c'est pour ma business, pour le journalisme, au début, il faut que tu en fasses. Fait que si tu as la chance de ne pas avoir une hypothèque, de ne pas avoir un enfant, d'avoir à t'occuper d'un proche malade, si la presse ne t'appelle pas, ben oui, tu prends la job à Chicoutimi. Puis oui, tu prends la job à Radio-Canada en Saskatchewan. Il faut que tu aies des heures de vol. Au début, tu multiplies les heures de vol. Même si c'est pas le fun, même si c'est la fin de semaine, même si c'est l'été, même si c'est le soir. Au début, il faut que tu multiplies les heures de vol. Après ça, ce qui guide, disons que j'ai passé cette phase-là, c'est bien simple, c'est-tu le fun? Est-ce que je suis un bon casting pour ça aussi? Parce que des fois, tu peux te dire, hey, ça, là, ça va être une belle ligne dans mon CV, ça va être prestigieux, mais tu laisses ça t'aveugler puis tu vois pas qu'au fond, t'es pas fait pour ça. Fait que, c'est-tu le fun? Je suis fait pour ça. Tu as dit non des affaires de même, ce que tu viens de décrire? Ou j'ai dit oui. Ou tu as dit oui? Ou j'ai dit oui des fois, Ouais. puis c'est comme, fuck, pourquoi j'ai dit oui? Je suis pas bon là-dedans. Je vais donner un exemple. 2006, René Aumirois faisait l'émission du matin à Radio-Canada. Super émission, super animateur. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est un animateur que j'apprécie. Je me fais offrir, je suis au Journal de Montréal, de faire une chronique hebdomadaire. C'était prestigieux, c'était une belle tribune. C'était pas un bon fit pour moi. J'aurais dû le savoir. Je le faisais pour les mauvaises raisons. Il était pas un moins bon animateur, puis j'étais pas un moins bon chroniqueur parce que notre chimie passait pas. C'était pas mon genre de radio. Et j'étais pas son genre de chroniqueur, mais j'aurais dû le savoir. Ouais. Fait que je me suis levé comme à 5 heures du matin pendant plusieurs semaines, le jeudi, pour aller faire une chronique avec lui, qui n'apportait rien au show, puis qui m'apportait rien. Mais pour le prestige, je l'ai fait. Ça, c'est un piège. Tu comprends? Fait que j'essaie de pas céder à ça. Fait que j'en aimerais pas de quiz, puis je vais pas faire d'émission de déco non plus. T'sais. Maudit. Je le sais. Mon bien. rêve de te voir animer le tricheur. Le paquet voleur. Hey, merci infiniment. Merci. Ça a été vraiment le fun. Vraiment, Excellente vraiment. question. Pour des gars qui n'ont pas des listes de questions devant Ouais. eux, là. Ben, écoute, ça fait 3 ans qu'on fait ça, puis Ouais. je pense que, tu sais, on fait chacun nos recherches de notre côté. Oui. On s'en parle jamais. OK. C'est ça le modus operandi. Ouais, on se parle jamais. Mettons, t'es arrivé, là, Ouais. ça fait depuis 4 heures qu'on est ici ensemble, là, on n'a pas dit un mot sur toi OK. qui venait ici ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Vous n'êtes pas dit, pose ça, moi je vais Non. poser ça. Non. Non. Mais tu sais, c'est d'abord, vous le faites très, très bien. Bravo. Là. Ben, merci. Merci beaucoup. Et deuxièmement, c'est la beauté du format. Ouais. Moi, je suis toujours fasciné. J'ai fait Dominique Tardif, Ouais. qui fait un podcast qui s'appelle Deviens-tu ce que tu avais voulu? Ouais. Ouais. Et en fait, le temps, ça permet, je trouve, de moins scripter les entrevues. Tu sais, quand tu as 12 minutes, Faut que ça faut que tu prenne. fasses une hiérarchie des Ouais. questions, tu Ouais. comprends? Ouais. Là, ce format-là, c'est fascinant, c'est vraiment une conversation. Ouais, Ben, exact. bref, vous le faites très, très bien. Fait que Ben, crème, merci de ton Merci. acharnement. Je sais que ça a Ouais. été, je sais que ça n'a pas été évident qu'on connecte, mais je suis Ah non, mais écoute, c'est moi je prends zéro personnel les messages qui se perdent, Ok. les conflits d'horaire, les gens occupés. On est juste heureux que tu as été là finalement. ça a là. été une très belle expérience. Yes. Bravo, Ouais. bonne chance. Merci Merci. beaucoup. C'était du contenu excellent. Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$? Ouais, 3 piastres par 3 mois. piastres par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur Tu les veux autres. toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant. C'est encore moins de filtres, il travaille à la place. De temps en temps, il est là. Mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça,
ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous.